to be with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Alors, ça doit faire, je crois, quatre fois que Lial revient sur la chaîne pour parler Cinoche, comme dirait l'autre. Et donc, je suis très content parce qu'aujourd'hui, on va parler de Joaquin Phoenix. Pourquoi? Parce qu'il y a un livre qui s'appelle Joaquin Phoenix. L'angoisse est un métier, c'est le sous-titre, mais ça, on va y revenir sur le sous-titre. C'est édité chez Capricci dans la collection vraiment très intéressante qui s'appelle Stories. J'ai fait quelques émissions de cette collection. Je montre quand même, voilà. Et bien évidemment, toutes les informations sont dans le descriptif de cette vidéo. Et donc, je suis très content que Yael revient après avoir parlé de Jodie Foster, Martin Scorsese et ton livre Vigilant, d'ailleurs qui avait reçu le prix du syndicat de la critique, je crois, en 2022. Exactement. Si j'ai encore bonne mémoire. Voilà, c'est ça. Et puis, je crois que c'est ton deuxième livre dans la collection Stories. Tu avais fait un sur Bill Murray. Ah bah, c'est ça. Il y a eu Bill Murray, effectivement, en 2020. Ouais. Et voilà, c'est mon deuxième dans la collection Capricci Stories. Bon, la première question, elle est traditionnelle. Hein. Comment vas-tu? Mais très bien. Et toi-même? Écoute, on se laisse porter par les mots, par tout ça. Et je trouve que il y a pas mal de choses à dire pour le coup, et je pense pas que tu seras en désaccord avec moi sur le style dans le livre. Ça m'intéresserait. On va parler un peu de ça. D'emblée, dès le début, tu commences sur un plateau de Jacques Audiard, son western. Et j'aimerais bien savoir, pour le coup, et c'est encore de la cuisine interne, qu'est-ce qui fait que tu aies eu envie d'ouvrir ce livre sur une scène de tournage, en mettant dans un premier temps en avant un acteur qui n'est pas l'acteur Joaquin Phoenix, qui est John C. Reilly, et que lui, on le voit progressivement comme ça arriver, comme dans un western. D'ailleurs, est-ce que c'est une manière plus ou moins, littéraire d'annoncer que tout va se passer sur un plateau finalement? C'est intéressant que tu dises ça parce que justement, moi, j'essaye le principe en fait avec ce genre de collection, enfin cette collection-là, c'est une collection biographique, hein, donc on raconte l'histoire d'un acteur ou d'une actrice, et ça se fait. Il faut que ce soit fictionnalisé, et la critique, si elle est là, ne doit pas trop se voir. C'est-à-dire que moi, c'est mon travail par ailleurs, donc j'en mets presque par piraterie, de façon déguisée, j'inclus de la critique, mais c'est des livres d'abord de narratifs, et qui reviennent presque étymologiquement à ce que c'est qu'un acteur, c'est-à-dire des actes, une somme d'actes. Après tout, on pourrait voir ça comme ça. Les acteurs, quels qu'ils soient, hollywoodiens ou non, c'est une somme d'actes, et donc ça permet de raconter un livre d'actions et non pas d'idées. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'idées, mais c'est les actions du personnage, j'allais dire, qui préside à la réflexion sur son compte. Et donc, c'est vrai que j'ai tendance à aller chercher des actes qui sont extra-cinématographiques aussi. Il y a des actes de vie. Joaquin Phoenix, en l'occurrence, ça va être aussi son rapport, ça va être la chanson, ça va être son rapport à la boisson, ça va être qui a été compliqué, ça va être des histoires. Son enfance. Un dîner avec. Comment? Son enfance, bien sûr. Son enfance, ce que tu dis dans le bouquin. Voilà, chanter et danser quand il est enfant, enfin, une somme d'actions qui sont extra-cinématographiques, comme si on faisait son propre film, finalement, avec un corps et un esprit qui sont, comment dirais-je, pas seulement quelqu'un qui est sur des tournages. Alors là, c'est vrai que j'avais une entrée en matière qui m'intéressait. Tu parles spécifiquement de ce premier chapitre qui est presque introductif, parce qu'après, on repart dans le passé. C'est quelque chose qui se passe en 2017. C'est effectivement Les Frères Sisters, ça a été tourné à cette époque-là. Mais après, on repart évidemment dans le passé biographique, dans l'enfance, etc. Mais pourquoi commencer par là? Parce que justement, pour le coup, c'est un plateau, tout ce qui est de plus, alors pas banal, parce que ça se passe pas tout à fait comme Phoenix et John C. Reilly auraient voulu. Enfin bon, il y a quelques petits accrochages. Mais en tous les cas, ça m'intéressait parce que justement, il y a, comme tu dis, qu'on part de John C. Reilly, on part de John C. Reilly et de son point de vue, parce que je voulais pas qu'on commence directement sur Phoenix. Et pourquoi pas commencer directement sur Phoenix? Parce que je voulais préserver, si tu veux, l'espèce d'étrangeté, de rapport un peu de défiance, de méfiance qu'on peut avoir vis-à-vis de lui,
c'est-à-dire cette espèce d'animal indomptable, cette espèce de créature compliquée à apprivoiser, qu'on regarde avec distance. Voilà. Et à ce moment-là, sans tout raconter, ce serait trop long, mais enfin, dans cette introduction, ce chapitre de tournage des Frères Sisters, c'est un moment de crispation, c'est un moment d'attente, on ne sait pas trop ce qui va se passer, comment il va réagir. Et en fait, cette situation-là, qui est sourcée, voilà, je me suis renseigné, on m'a raconté tout ça. Cette situation-là raconte en fait la crispation que génère Phoenix. C'est quelqu'un qui impressionne, voire qui sidère, ne serait-ce que par son regard vert gris, cette espèce de deux émeraudes qui scintillent au milieu de sa figure. Il méduse les gens et on a peur de s'en approcher. Et en fait, je voulais qu'on commence dans le point de vue des autres acteurs, des autres techniciens, collaborateurs qui sont un peu inquiets de comment il va réagir et il y a un effet de zoom, si tu veux. Voilà, on est d'un bouquin de cinéma, donc on se rapproche progressivement de lui et on voit ce qu'il y a derrière cette espèce de façade de l'acteur indomptable qui est évidemment partiellement fausse, comme toujours. Il y a le mur, et puis derrière le mur, il y a quelqu'un de plus facile à aborder. Voilà. Donc, pour te répondre, c'est pour qu'on ait cet effet de rapprochement de lui. Ouais, mais alors il y a aussi autre chose, mais qui est pas très c'est très anecdotique ce que je vais raconter, mais c'est bizarre parce que c'est vrai que lorsque on se lance dans l'ouverture de ce livre, on voit d'abord cet acteur John C. Reilly, et puis progressivement, donc on voit, comme tu le dis très bien, ce rapprochement avec Joaquin Phoenix. Mais ça me fait penser c'est ça qui est très drôle, c'est que non, c'est pas drôle non plus, mais parce qu'ensuite tu embrayes sur une autre séquence qui est là pour le coup extrêmement terrifiante. On va en parler après. C'est que Joaquin Phoenix vient après River Phoenix, et là pour le coup Joaquin Phoenix vient après John C. Reilly. Enfin, c'est très étrange aussi. Je sais pas si c'est volontaire ou pas. C'est pas très intéressant ce que je viens de dire, mais c'est marrant. Voilà, c'est marrant pour le coup. C'est la question du point de vue, c'est-à-dire qu'en fait, j'aime bien m'amuser avec les points de vue. Et qu'on passe de l'un à l'autre, et que effectivement un acteur chasse l'autre, j'allais dire, et puis on ne sait pas quand ça commence, dans quelle focalisation interne on est, dans quel cerveau on est. C'est effectivement ça qui m'intéresse. Enfin, après, c'est un principe d'écriture, comme tu disais. J'aime bien qu'on entame une histoire, ou qu'on entame ou une idée, hein, si on est dans le monde, dans le ciel des idées, et dans un rapport dans un essai plus, j'allais dire, analytique. J'aime bien qu'on ait un peu une forme de découverte progressive, encore une fois, de zoom qui se mette en place. Donc là, j'aime bien effectivement comme tu dis, on joue avec les différents acteurs, et c'est vrai qu'il y a un ordre qui est qui peut être un peu surprenant. Alors, encore deux questions. J'imagine encore deux questions sur la méthode. Oui, tu as raison quand dès le départ, tu nous dis, parce que je ne l'ai pas dit, mais c'était un peu évident, voilà, tu viens de la critique de cinéma, mais c'est marrant parce que dans cette collection Stories, l'auteur ou l'autrice, donc en l'occurrence l'auteur, toi, tu as plusieurs casquettes. C'est vrai que tu as la casquette de critique, mais tu as aussi un peu la casquette de... Enfin, on a l'impression que ce sont des films que vous rêvez de voir, que vous écrivez, mais qu'on ne verra jamais, qu'on imagine. Et il y a un peu de cela parce que les actes dont tu parles, tu les choisis finalement. Donc, tu fais un montage. Donc, c'est très, très étrange, tout ce système-là. Tu es biographe, scénariste et critique de cinéma en un seul. Enfin, une casquette pour le coup. Si ce que tu dis se ressent, leur mission accomplie pour moi. Parce que je trouve que c'est ce que cette collection Stories permet de faire. Elle permet vraiment de faire ça. C'est exactement ce que tu dis. C'est-à-dire que ça suppose du montage, puisque il y a un principe quand même d'efficacité, de brièveté. C'est pas des livres très épais. Tu l'as montré à l'image. C'est pas le bottin. Voilà. Donc, on va dire, je ne sais plus combien c'est, mais 130 pages, ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins même. Mais en tout cas, il faut faire des choix drastiques. C'est-à-dire, l'idée n'est pas de raconter de A à Z la biographie de Joaquin Phoenix ou quelqu'un d'autre. Le but, c'est effectivement de sélectionner, et là, c'est un énorme travail de montage, puisqu'au départ, il y a un énorme travail de dérushage, de recherche, de documentation, puis de dérushage de ce qu'on a. Et là, on doit trouver des séquences, presque.
Alors après, les séquences, parfois, elles s'étendent. Il y a un chapitre qui peut s'étirer sur des mois et des mois. Mais je veux dire, en général, c'est quand même plutôt des tranches de vie. Et tu as raison, c'est effectivement, je disais faire un livre d'action, mais oui, c'est faire un film d'action aussi. C'est faire son propre film avec sa propre idée de Phoenix. J'avais essayé de faire ça pour Bill Murray. Et là, je sais pas. En fait, c'est ça qui préside au choix en tout cas pour moi, hein, quand je discute avec l'éditeur Capricci, ce qui motive mon choix, c'est quel acteur ou quelle actrice j'imagine en personnage que je pourrais m'approprier, quoi. Ce serait pas le cas avec n'importe qui. Il y a des acteurs que j'adore ou actrices, je ne suis pas sûr que je saurais les mettre en scène, je veux dire après, modestement, en toute proportion gardée, que je saurais les mettre en scène, alors que d'autres, je sais que je pourrais. Voilà, et là, avec Phoenix, c'était une évidence. Est-ce que le sous-titre « L'angoisse est un métier », on a l'impression que c'est une espèce de profession de foi. Est-ce que ça n'est pas que la définition de Joaquin Phoenix? Est-ce que c'est beaucoup plus large que ça? C'est une déclaration peut-être sur le métier d'acteur pour le coup? Oui, alors déjà, oui, c'est vrai que c'est une définition qui vaut pour le métier d'acteur en général, parce que, bon, on parle de track. Je veux dire, l'acteur en coulisses, le mot qui revient souvent, c'est la notion de track, tout bêtement. Après, est-ce qu'il y a une angoisse, je veux dire, consubstantielle au métier d'acteur, au-delà du fait qu'on apparaît, qu'on peut se planter, comment dirais-je, il y a ce côté se jeter dans l'arène, et ça revient souvent dans la filmographie de Phoenix, littéralement. Il y a littéralement une arène de cirque antique de gladiateurs qui le propulse avec Gladiator. Est-ce que ce serait consubstantiel à la notion d'acteur? Il y a peut-être une angoisse métaphysique plus profonde qui est partagée, mais en tout cas, chez lui, c'est même pas quelque chose de métaphysique finalement, ou d'existentiel, c'est pas une angoisse qu'il aurait construit, analysé. Quand j'ai retrouvé cette citation en fait qui vient j'ai un peu bricolé à partir d'une phrase de Paul Valéry, qui dit voilà, l'angoisse comme métier. Bon. Qui ouvre le livre d'ailleurs. Oui, qui ouvre le livre. Et en fait, on voit que c'est quelqu'un qui a eu un rapport d'écrivain, Valéry, à cette notion d'angoisse. Je veux dire, qu'il interroge littérairement et qu'il la manipule, qui s'amuse avec à plusieurs reprises dans son œuvre. Et Phoenix n'a pas du tout fait ça. Il n'y a pas une correspondance immédiate. C'est pas quelqu'un qui suranalyse, bien au contraire. Il veut comprendre, alors ça, peut-être qu'on y viendra, mais il adore comprendre ses personnages d'une certaine façon, et ça, c'est quand même le minimum. Mais il y a des acteurs, je pense, des acteurs qui ne font pas ce travail-là. Lui veut comprendre, mais se comprendre, c'est pas tellement son truc. C'est pas un acteur du divan. C'est pas un acteur qui aurait une angoisse théorisée. Par contre, justement, il a une forme d'anxiété, j'allais dire presque animale. J'essaye d'aller vers ça parce que ça m'est apparu au fil de mes recherches, et ça m'est apparu aussi en revoyant les films. Il évolue vers une angoisse qui n'a presque pas d'objet finalement. Et peut-être que d'ailleurs la seule vraie angoisse, c'est ça, on se pose des questions. En tout cas, moi, je me suis posé des questions que j'essaye de faire un tout petit peu résonner dans le bouquin. Finalement, est-ce que toute angoisse ne procède pas d'elle-même, quoi? Est-ce que faut forcément qu'il y ait un objet? Est-ce que la véritable anxiété, c'est pas quelque chose qui advient comme ça et qui est une condition plus qu'un symptôme ou plus que la manifestation d'un désordre? Je pense que c'est voilà. Chez lui, en tout cas, il y a d'évidentes raisons biographiques qui font que c'est un enfant qui a été traumatisé par plusieurs choses, dont la mort de son frère, à laquelle il n'a rien pu faire. Il était témoin de la scène, et je le raconte, et il est resté impuissant face à ça. Et voilà, c'est évidemment un trauma. Bon, il y a l'hypersensibilité qui est évidente, tout ça. Mais je pense qu'il y a aussi une angoisse consubstantielle qu'il a accueillie, et qui malaxe au fil de sa carrière de façon de plus en plus assumée, sans chercher, encore une fois, à la comprendre. Ben la mort de son frère River Phoenix, c'est vraiment la séquence d'après. Et c'est délibéré d'utiliser le mot séquence pour le coup,
parce que c'est un dialogue, ça n'est qu'un dialogue, c'est écrit en italique et c'est un chapitre qui est entier. Donc c'est lui qui appelle le 911 et c'est monté pour le coup comme une séquence sonore. Il y a Oui. ça et puis il y a aussi autre chose qui est assez flippant et beau et effrayant en même temps, c'est que, j'ai pas l'impression qu'à ce moment-là, tu racontes quelque chose, j'ai l'impression que tu filmes quelque chose et que ce Joaquin Phoenix finalement devient acteur à ce moment-là sans le savoir parce que quelqu'un à l'autre bout du fil lui donne des directions. Enfin, c'est très étrange tout ça. Et puis il y a, ce personnage qu'on ne voit pas, qu'on devine, qui est River et puis quelqu'un d'autre. Bref, il y a un peu c'est un peu le public, tout ça. Enfin, cette séquence est très étrange et elle vient à ce moment-là et je crois qu'elle dit aussi beaucoup de choses, de ton rapport à cet acteur, à l'écriture et enfin voilà, c'est une espèce de truc méta qui est assez beau, hein, vraiment pour le coup. Il faut quand même dire il faut quand même dire parfois quand on se retrouve devant, quelque chose d'assez voilà, une espèce de beauté. Elle est incroyable cette séquence. Bah, écoute, déjà merci pour, si tu as ressenti cet effet-là, waouh, c'est un effet de cinéma, c'est super et ce que tu dis, j'y avais pas pensé. C'est sur le fait qu'effectivement, il est au téléphone parce que pour, contextualiser, pour donner aux gens qui n'ont pas encore ou qui connaissent pas cette histoire qui est assez mal connue en France. C'est-à-dire qu'en Ouais. fait, heu le soir de la mort de River Phoenix, bon ça on sait, mais ce qui s'est passé, c'est que, pendant qu'il fait son overdose, donc Joaquin Phoenix appelle les secours et que l'appel va être enregistré par les médias, voilà, ça va intéresser les tabloïds, tout ça et puis en fait, ça va tourner dans tout le pays. L'enregistrement de l'appel éploré, affolé, angoissé de Phoenix, qui a à l'époque, 19 ans, qui va fêter ses 19 ans et en fait, donc c'est un enregistrement sonore, c'est-à-dire que presque le Phoenix jeune adulte, on le connaissait petit, il a une carrière d'enfant acteur des années 80, qui n'est pas aussi reluisante que celle de son frère. C'était quand même River, la star de la famille. Mais il a, voilà, quand on découvre ce Phoenix qui a grandi, euh, c'est sa voix qu'on entend, c'est sonore. Voilà, il y a un hors-champ qui est lui, son visage tordu par la peur, par la souffrance, etc. Et puis il y a ces cris, quoi, ces cris au téléphone que j'ai retranscrits tels quels parce que c'est déjà en soi extrêmement visuel, je trouvais. Effectivement, il y a quelque chose de cinéma, de cinématographique. Et je pense que ce que tu dis est très juste, c'est qu'en fait, effectivement, il est au téléphone et donc il est dirigé par quelqu'un. Et on lui dit calmez-vous, calmez-vous. Là, continuez. Ouais. Dites-moi, parlez. Attendez un peu. C'est fou, effectivement, je n'avais pas pensé à ça, mais ça crée un effet, effectivement, déjà, oui, de mouvement et de direction, comme si c'était un metteur en scène au téléphone. Et puis en plus, voilà, c'est-à-dire que c'est encore une fois l'idée que on vient au monde par une voix, c'est par la voix qui s'est inventé comme acteur. Il y a un acteur qui s'invente à ce moment-là, et c'est d'abord quelque chose de sonore, et on verra que dans sa carrière, la voix, on parle beaucoup souvent de son visage, j'en parlais d'ailleurs, et de comment ses yeux, ça on me l'a beaucoup dit, on m'a dit, mais c'est vrai que son regard est presque difficile à soutenir. Ça revient souvent dans les gens qui commentent son Ouais. jeu et qui l'ont rencontré, disent ça. Mais c'est vrai que, évidemment, un film comme Joker, les deux volets de Joker, jouent beaucoup sur, évidemment, sur sa façon de chanter, mais sur le rire qui se transforme de façon insidieuse en quelque chose de douloureux. Et voilà, l'importance de la voix, presque d'un corps sans corps et qui n'est qu'un corps sonore, je trouvais ça super. Ça m'est apparu et je suis très content que ça transparaisse quand on lit ce chapitre. Exactement. D'ailleurs, page 9 pour revenir sur les yeux, tu écris même lorsque ses yeux alors je décontextualise, hein, je la sors cette phrase de son contexte, hein, mais Oui, c'est pas oui. grave. Même lorsque ses yeux se perdent dans le vague, on croirait qu'il dévisage quelqu'un. Je l'avais souligné, j'avais trouvé ça, ouais, très beau donc ça remonte, ça rejoint ce que tu dis. Parlons un peu de l'enfance, il y a comme ça, enfin tout ce que tu écris sur cette secte, la secte des enfants de Mm. Dieu, parce qu'il faut expliquer un petit peu d'où ils viennent, d'où ils viennent, d'où vient la famille Phoenix en tout cas. Ouais. Et est-ce que euh, est-ce que cette façon très singulière
du jeu de Joaquin provient de là, provient de ces moments d'enfance, finalement, des moments finalement glaçants. Parce que quand on lit ce que tu écris, c'est pas un pays, enfin, c'est pas les bisounours, c'est une secte. Est-ce que ça vient de ça, pour le coup? Euh, Bah oui, alors effectivement, c'est une véritable secte qui, comme beaucoup de sectes, ne dit pas son nom. Enfin, il n'y a pas écrit secte à l'entrée des enfants de Dieu, évidemment. Mais oui, alors déjà, il y a une première chose, c'est que il y a une manière d'abord dans la carrière, d'ailleurs aussi de River, de gommer la secte. C'est-à-dire que il faut faire oublier quelque part l'espèce d'aura sulfureuse de cette époque en fait que les parents Phoenix, j'essaie de le raconter, ne vont plus tellement assumer parce qu'ils ont été complètement endoctrinés, ils s'en sont rendus compte et sont partis, on va dire, au bon moment. Mais c'était quand même compliqué en termes de cette secte qui prône l'amour libre et qui veut propager cet amour libre aux enfants. Donc c'est quand même très malaisant et ça a créé vraiment, ça a fait beaucoup de dégâts sur les membres ou sur les anciens membres. Et donc, dans le système années 80 et la charnière 80-90, à l'époque où River fait Explorers, ensuite Stand By Me et tout ça, et puis après il y a les films de Gus Van Sant. Bon, les Gus Van Sant, c'est autre chose. Pareil, parce que Joaquin Phoenix fait un Gus Van Sant aussi, Prêt à tout, qui est un très, très bon film. Ce qui se passe à ce moment-là, enfin avant de passer, j'allais dire, au cinéma d'auteur, c'est qu'il y a quand même l'idée qu'il faut quand même un peu se mainstreamiser, c'est-à-dire justement renier cette espèce de zone contre-culturelle à laquelle ils auraient pu rester, dans laquelle ils auraient pu rester enfermés. Il faut prendre le pli des années 80, il faut prendre le pli d'Hollywood et de l'industrie. Donc voilà, c'est comme ça un peu. Je pense que River est devenu un ange blond. Il fallait pas trop. D'ailleurs, ils avaient un agent derrière eux, hein, aussi bien River que Joaquin Phoenix, qui s'appelait Leaf Phoenix quand il était petit. Ils avaient une agente, Iris Burton, qui avait une main de fer et qui refusait absolument les projets trop sulfureux. Donc au départ, il y a une manière de gommer cette époque-là. Par exemple, je le raconte aussi, Phoenix, Joaquin, va refuser finalement, alors qu'il était très intéressé par le projet, Boogie Nights de Paul Thomas Anderson, qui va retrouver une quinzaine d'années après pour faire évidemment The Master et ensuite Inherent Vice. Mais au départ, c'est un rendez-vous manqué parce qu'il trouve que jouer un acteur porno, ce serait beaucoup trop sulfureux. Quelque part, ça leur ramène à l'époque de la secte et des partouzes, enfin bon, bref. Oui, bien sûr. Exactement. Et après, ce qui est intéressant, c'est qu'il va essayer de se centrer, de trouver un centre. L'expérience Prêt à tout, justement, de Gus Van Sant est un peu son premier rôle adulte, mais c'est quelque chose qui ne vit pas très bien. Il est mal à l'aise avec le sexe. Alors, avec les scènes de sexe, je veux dire avec le fait de jouer, parce qu'il joue un jeune homme vampé par Nicole Kidman, qui est une speakerine qui a des grandes ambitions à la télévision et qui veut se servir de deux jeunes lycéens comme ça, d'espèces de loupards qui sont joués par Joaquin Phoenix et par son complice qui deviendra son meilleur ami, Casey Affleck. Ils sont tout jeunes, les loustiques comme ça, loupards sur les bords, même au milieu aussi, et qui vont se laisser, qui sont complètement charmés par Nicole Kidman et qui vont faire tout ce qu'elle leur demande, c'est-à-dire y compris passer au meurtre pour servir ses intérêts. Alors, Phoenix le joue très très bien, dans le sens où il a justement une espèce de fascination hypersexuée. C'est quelque chose qui va imprégner toute sa carrière, une espèce de sexualité inquiète, en tout cas qui est inquiétante. C'est-à-dire qu'on se demande qu'est-ce qui bouillonne derrière ce crâne. Est-ce que c'est simplement du désir sexuel ou est-ce qu'il y a un truc justement qui rejoint la pulsion de meurtre? Enfin bon. Mais lui n'est pas très à l'aise avec les scènes où il doit simuler le sexe avec Kidman. Et néanmoins, il y a quelque chose qui ressort déjà. C'est-à-dire qu'on voit que
Il y a quelque chose qui lui échappe, donc il n'est pas tout à fait, il n'a pas l'aisance qu'il espérait avoir, et ça se voit à l'image. Et donc là, déjà, on voit l'acteur, je parlais de la voix, là, le corps et la façon de regarder et de sointer le malaise est déjà là. Et donc ça, quelque part, oui, c'est un rapport compliqué. Alors, je ne sais pas, après, biographiquement et psychanalytiquement, ce n'est pas mon but non plus de psychanalyser quelqu'un en plus que je ne connais pas, mais c'est vrai que de là à dire qu'il y aurait tout l'arrière-fond, oui, cette espèce de sexualité malade qui circulait, qu'il a vu circuler enfant et dont il a beaucoup entendu parler, il est possible qu'il sublime quelque chose, mais justement, il va essayer de s'en éloigner, et puis ça va revenir, ça va le rattraper. D'ailleurs, le monde de la secte, de l'endoctrinement et de cette espèce d'animalité qui le dépasse, ça va revenir dans The Master. The Master, c'est quand même un film qui dialogue avec ce que ses parents ont vécu, avec l'alcoolisme qu'il a vécu par ailleurs. Bon, il est devenu alcoolique dans les années 2000, mais ça joue sur la notion d'endoctrinement. Donc là, oui, la secte fait retour. Et puis, il y a quelque chose aussi dans Inherent Vice, de façon sans doute plus légère, même si c'est un film qui a un côté comédie noire comme ça, mais pour moi, qui est tout sauf... comment dire, enfin, je veux dire, qui est un grand film, et c'est pas du tout léger au sens, voilà, c'est pas, même si j'aime beaucoup le film, c'est pas le Big Lebowski des frères Cohen auquel on pourrait le comparer de temps en temps. C'est aussi quelque chose, voilà, qui presque tord le cou, ou en tout cas se débat avec l'espèce d'idéal hippie dans lequel il a baigné enfant. Et c'est vrai que ça aussi, c'est quelque chose qui peut-être imprègne son jeu, pour finir de te répondre, c'est que quand on a grandi dans un milieu comme ça où la folie, où la psychose est socialement autorisée, parce que c'est ça en fait, hein, les enfants de Dieu, et puis la vie dans certaines communes, tel que les parents l'ont raconté, tel que la mère a pu en parler, c'est quand même un endroit où il y a des folies socialement acceptables. Et Los Angeles, c'est un endroit, c'est quand même où c'est le berceau aussi de la scientologie que Paul Thomas Anderson racontera à travers Phoenix dans The Master. C'est un endroit où il y a aussi, voilà, quelque chose de l'ordre de croyances qui vont jusqu'à la psychose et qui sont socialement acceptables. Et quelque part, Phoenix, pour moi, c'est ça qui m'est apparu. C'est un acteur qui vient de ce berceau-là, et qui a plutôt envie de se recentrer, de normaliser les choses. Il n'a pas, contrairement à des acteurs qui arriveraient à 30 ans, ou plutôt à 20 ans, tenter leur chance dans l'industrie, et qui essaieraient de trouver une singularité, une spécificité, une folie propre, quelque chose qui serait... voilà. Lui, il vient plutôt, alors à la fois de la tragédie, puisqu'ils ont encore une fois la mort de River Phoenix, et puis il vient aussi de cette espèce de climat de psychose socialement accepté et acceptable, et il a envie plutôt de lisser les choses. Et donc ça explique pas mal de ses choix. Ça explique le fait que oui, il fallait qu'il fasse un film comme Gladiator, même si il joue avec beaucoup de fièvre dans le film. C'est un personnage très fiévreux, Commode. Mais néanmoins, voilà, il a besoin de faire des rôles pour être à la hauteur, on va dire, du mainstream, du tout venant hollywoodien. Et puis, bah voilà, il va être rattrapé aussi. C'est-à-dire qu'on continue aujourd'hui à voir des psychopathes en lui, ou des personnages très dérangés, que ce soit dans Joker ou dans Boys of Red. Voilà, on va voir pour Eddington, qui arrive bientôt. Mais voilà, il porte quand même cette espèce il porte les stigmates, on va dire, de cet environnement où la folie était de mise, presque. Voilà. Alors, question pas du tout prévue. Tu parlais très joliment de The Masters, de Paul Thomas Anderson. Et dans ce film, effectivement, il y a comme décor de cinéma la secte, mais aussi le rapport à l'alcool. Et puis, il y a un autre personnage, un acteur fascinant, qui n'est plus là aussi, malheureusement, c'est Philip Seymour Hoffman. Et c'est très étrange parce que quand on a vu le film,
entre parenthèses, c'est le film moi, qui m'a réconcilié avec Paul Thomas Anderson. Et je referme la parenthèse. Et il se rencontre assez bizarrement parce que Joaquin Phoenix fuit. Il est dans la fuite et il se retrouve dans cette espèce de bateau. Et puis, c'est très, très beau comme moment. C'est très suspendu. Et en faisant de la psychologie de bazar, je me dis que là, il se retrouve face peut-être à son frère River, parce que dans le livre, la filiation, enfin, le lien fraternel avec River est très important dans le livre. Il est constant. Voilà, il est là. Et je me dis que c'est peut-être que le fait est que Philip Seymour Hoffman joué avait une manière d'incarner, plutôt de jouer pas forcément des rôles, mais de jouer une intensité, de jouer un état d'être. Moi, ça me rappelle River Phoenix aussi, parce que voilà, Oui. j'ai l'âge d'avoir connu River Phoenix en tant que très jeune, mais j'ai quand même, c'est un acteur, voilà, on s'identifie à lui. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça, quoi, dans The Master. Que pour peut-être que les deux frères, entre parenthèses, se retrouvent. Et quand on connaît ensuite le destin de Seymour Hoffman, c'est très étrange tout ça. C'est très étrange. Oui, c'est vrai que la notion de frère traverse de fraternité, Ouais. traverse toute sa filmo, et que il y a constamment la confrontation. Alors, on pourrait dire la figure du père, on serait tenté de dire ça aussi sur The Master. Bon, quand il y a un rapport comme ça, maître-élève, voilà. Parfois, c'est presque un truc homo-érotique, ce modèle à la The Servante, parce que Oui. The Master fonctionne aussi là-dessus, l'élève qui renverse le maître. Bon. Mais c'est vrai que oui, on peut aussi voir ça comme une espèce effectivement, un grand frère qui serait supplanté par un petit frère plus à problème, plus boiteux, parce que l'analogie que tu proposes, effectivement, elle fonctionne si on réfléchit au fait que River Phoenix était quelqu'un qui était un acteur justement très en maîtrise, qui maîtrisait les choses et qui représentait quand même quelque chose de très digne à Hollywood, c'est-à-dire la figure de l'ange blond dont les années 80 et 90 raffolaient. On peut dire en un sens que Leonardo DiCaprio, qui a été souvent en concurrence sur des rôles avec Joaquin Phoenix d'ailleurs, a presque pris la suite de River Phoenix quelque part dans les années 90. C'est devenu un peu la même figure, blonde et voilà. Mais Joaquin, pas du tout. C'est pas lui qui a pris la suite. Lui, il a incarné vraiment tout autre chose. Il a été justement un contre-champ, c'est ça, pour parler en termes de cinéma, de mise en scène. Il a été le contre-champ de son frère absent. On l'a regardé comme ça, presque comme une moitié d'image pendant très longtemps. Et c'est vrai que dans voilà, cette moitié d'image, elle est beaucoup plus sauvageonne, beaucoup plus voilà, moins méthodique et moins en maîtrise. Encore une fois, c'est quelqu'un qui dit je perds tout le temps mes moyens, je ne sais pas, j'ai peur de ne pas y arriver quand je joue, et j'ai cette peur, j'ai cette angoisse, et je veux les garder. C'est pas quelqu'un, et ça j'en parle, peut-être qu'on va y venir aussi, mais dans sa méthode, et je dis méthode dans les deux sens du terme, méthode acting aussi, méthode acting de l'acteur studio, il est assez étonnant parce qu'à la fois il s'en inspire, mais n'ayant pas fait d'école, c'est pas quelqu'un qui est un vrai acteur de la méthode au sens où on l'entend habituellement. Alors, évidemment, il fait tout ce que font les acteurs de la méthode, il se surprépare, il veut vivre comme ces personnages vivent, perdre 15 kilos pour Joker en mangeant que des pommes. Voilà, il est capable de faire des choses comme ça. Mais les acteurs de la méthode aussi, ils vont répéter, ça va fonctionner quand même sur des répétitions et sur une façon de maîtriser le personnage dont vous emparez. Et lui veut conserver la peur d'être confronté justement à des gens comme Philip Seymour Hoffman, comme Robert De Niro, etc. Il y a des histoires que j'essaie de raconter pour illustrer ça dans le livre. Mais toujours est-il que dans The Master, on a un acteur de la maîtrise, en tout cas un personnage, une figure comme ça respectable qui est Lancaster Dodd, le gourou, et on a en face Joaquin Phoenix, qui est lui, justement, encore une fois, le sauvageon. Il a des problèmes, il est plein de petites tares comme ça, il est obsédé sexuel. Là, pour le coup, la dimension sexuelle dont je parlais dans les années, qui apparaît à peu près des années 90 chez Phoenix, là, elle ressort, il en fait vraiment quelque chose.
Et voilà, il a des problèmes d'alcoolisme, etc. Et tout ça ressort dans ce personnage. Et effectivement, c'est le petit frère qui supplante la maîtrise du grand frère avec cette espèce de, oui, d'angoisse indomptable qui tourne à vide. Donc oui, il y a quelque chose comme ça, quoi. En effet. Alors, restons sur la méthode ou l'antiméthode, peu importe. Dans le livre, la voix de Joaquin, sa diction, son silence même, tout ça, c'est très très présent. Et là, pour le coup, on écrit, comment on écrit sur un acteur de l'oralité quand il se tait autant, pour le coup? Bah, tu veux dire qu'il se tairait dans les médias ou dans... Alors, en plus, par rapport à ça, oui, parce que c'est un livre aussi qui parle beaucoup. Alors, dit comme ça va peut-être paraître redondant, mais pas vraiment. Il faut le prendre au sens premier. Ça parle aussi beaucoup de souffrance de cette Oui. célébrité, donc de souffrance de célébrité pour le coup. Et donc, oui, par rapport aux médias, ou voire même par rapport à certains personnages qu'on ait pu voir, qu'il a pu incarner, mais c'est surtout Oui. par rapport aux médias, oui, pour le coup. Parce que Les deux, en fait, effectivement, alors, c'est par vrai rapport à la que... photographe, par exemple, la photographe de la première séquence. Voilà, si Oui, on oui, devait oui. donner un. Oui, c'est vrai qu'effectivement, en fait, ce qu'il aime pas, voilà, c'est quelqu'un qui effectivement a une vraie timidité, qui peut mettre du temps. C'est ce que racontent les gens qui l'ont rencontré. C'est aussi là-dessus que je me suis beaucoup basé là-dessus sur les gens qui ont pratiqué Phoenix sur le plus ou moins long terme, qui ont travaillé avec lui, et il conserve une timidité. Donc effectivement, il peut être taiseux au départ et il peut fuir les interviews. Même si ça, c'est aussi un cliché que j'essaye un peu de démonter, c'est que quelque part, il a aussi donné des interviews où il est très généreux. Enfin, on va dire il aime pas le bullshit. C'est comme l'appelle Harry Astor, j'aime beaucoup cette expression, c'est un bullshit détecteur, un détecteur de conneries. Il aime pas les conneries qu'on se dit pour remplir le vide, pour faire du small talk. Ça, c'est voilà, effectivement, c'est le premier chapitre avec la photographe. C'est quelqu'un qui aime discuter en se chamaillant, en rigolant, ou alors en allant au fond des choses, mais qui aime pas les banalités d'usage, quoi. Et donc, effectivement, il faut, quand on le raconte lui, tout le but du jeu, c'est d'essayer de regrouper tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a pu dire ici et là, tout ce qu'il a pu déclarer et qui a l'air vraiment substantiel et qui est des choses auxquelles il a l'air de tenir, parce que parfois il a quand même des sorties, des réflexions qui paraissent très justes, très lucides sur son métier et sur Hollywood. C'est pas un provocateur tout le monde a en tête les interviews qui plantent d'un seul coup chez Combini, comme ça, où il dit non, moi je ne jouerai pas au jeu de pour ou contre là, de Combini. Il s'en va, il plante l'intervieweur. Et c'est pas toujours ça, Joaquin Phoenix. C'est quelqu'un qui parfois déclare des choses qui sont justement qui sont loin du bullshit habituel que peuvent servir les acteurs dans les junkets presse et dans les interviews. Il essaye de s'en émanciper. Alors quand on regroupe tout ça, on peut se permettre effectivement de donner une voix, enfin de regrouper sa pensée, c'est ce que j'ai essayé de faire, et de lui prêter des pensées, parce que je me base toujours, quand je suis en focalisation interne, comme je disais, je me base toujours sur des choses, des interviews, des entretiens, des choses qu'il a confiées à des gens qui m'ont parlé. Et voilà. Et là, on peut essayer de cerner à peu près, on va dire, la partie visible de l'iceberg, au moins, de sa pensée, et lui donner donc une voix, voilà, et donner une voix à Phoenix. Je répète, hein, Joaquin Phoenix, L'angoisse est un métier. C'est édité chez Capricci dans la collection Stories, et le tout est pensé et articulé, filmé, écrit par Yal Sadat. On est un peu pris par le temps, mais j'ai quand même une dernière question Ouais. pour le coup. Je me suis toujours posé cette question un peu surtout, parce qu'il y a un hors-champ décidément, il n'y a que des termes cinématographiques en lisant ton livre, mais il y a un hors-champ quand on referme le livre. Je me suis dit, mais même s'il a commencé un peu comme ça aussi, c'est-à-dire faire quelques films quand il était gosse, mais bon, peu importe. Mais si River Phoenix était toujours vivant, que serait devenu Joaquin Phoenix pour le coup? Bah, très, très bonne question.
Est-ce qu'il serait d'autant plus comme voilà, encore une fois, je vais utiliser la grammaire cinématographique, est-ce qu'il serait encore plus un contre-champ? Sans doute. Parce que aujourd'hui, je pense qu'on a fini par oublier River Phoenix. On a fini par, je veux dire, la génération actuelle, il y a des gens qui se souviennent vaguement qu'il a joué Indiana Jones, mais je veux dire, il y a beaucoup de jeunes cinéphiles pour qui c'est un film du passé, je veux dire, que ce soit Stand By Me ou que ce soit My Own Private Idaho. Bon, c'est pas comme si. Bon, après, mais pendant longtemps, il a été une moitié, quoi. Il a été un frère sans sa moitié. Et peut-être que voilà, c'est effectivement quelque chose qui perdurerait encore aujourd'hui, probablement. Ou alors, bon, à moins qu'ils aient fait cette chose de faire des films ensemble, de se distinguer. Ça donnerait peut-être un truc comme Casey Affleck et Ben Affleck, pour le coup. Donc, encore une fois, Casey qui a été très proche de Phoenix. Mais je pense que quand même, il trouverait à se distinguer parce que ça me permet de rebondir sur une chose qu'on a dit plus tôt, c'est qu'encore une fois, je pense que River Phoenix était un acteur plus méthodique et plus en maîtrise, je l'ai dit. Et Phoenix, lui, il construit une image. Alors, on ne peut pas faire comment dirais-je, on peut pas explorer une autre dimension où River Phoenix est encore en vie, mais peut-être qu'il aurait fait des contre-emplois, très certainement. Hein. Un acteur passe toujours à un moment donné par le fait de casser son image. Mais Phoenix, lui, plutôt que casser son image, Joaquin, je parle, il l'a construit. Et je trouve qu'encore aujourd'hui, c'est ça quand je disais, il se distingue des acteurs de la méthode, c'est que si vous prenez par exemple DiCaprio ou si vous prenez Daniel Day-Lewis, ce sont des gens, quand ils interprètent un personnage, à chaque fois, ils remettent tout en jeu. C'est du transformisme complet. Et ils annulent presque le précédent personnage. On peut dire que, par exemple, le personnage que joue Daniel Day-Lewis chez Paul Thomas Anderson, tiens, puisqu'on n'est pas loin de lui, dans Phantom Thread, annule le Lincoln de Spielberg. Parce que l'acteur disparaît derrière ces personnages, derrière la figure. Et Phoenix fait du transformisme aussi, avec des transformations physiques impressionnantes aussi, mais c'est au service d'une image, presque d'une image qu'on lui a fabriquée, l'espèce de cette masculinité inquiète qu'on associe au Joker. Voilà, on parle parfois, on colle du coup des étiquettes qui sont très fausses, mais on lui reproche pour Joker d'avoir joué un incel, d'avoir rebondi sur le Trumpisme ambiant, voilà, être le porte-parole des masculinistes blancs, etc. Enfin bon, c'est comme si on avait besoin absolument de plaquer des concepts sociologiques sur une angoisse qu'on n'arrive pas à comprendre, quoi, sur une manifestation comme ça d'inquiétude. Et ça, quelque part, ça revient aussi, il y a beaucoup de points communs entre les personnages de Beau, Is Afraid, encore une fois, et de Joker, et des derniers personnages qu'il a joués, ou de Her aussi, qui a été aussi comparé à un incel, un célibataire involontaire. Et en fait, il y a une immense cohérence. À chaque fois, il se transforme. Et pour terminer, il y a, malgré cette espèce de transformisme, il y a une image récurrente qui revient. Et voilà, là où un acteur peut-être un peu plus classique comme l'était River, voilà, a une image qu'il construit au départ et ensuite essaye de la casser pour un peu se renouveler, lui, Phoenix, il est encore en train, mine de rien, de forger une image qui est comme ça autour d'une nouvelle façon d'être un homme, une façon malade d'être un homme, et qui d'ailleurs, je trouve, pour conclure un peu notre discussion, et c'est ça qui m'intéresse chez lui, c'est pour ça aussi que je l'ai choisi, c'est que c'est un acteur qui... je veux dire, ces rôles-là, il n'y en a pas deux qui peuvent les faire. C'est-à-dire que dans les années 90, déjà, amener cette espèce de doute sur sa libido qui déborde comme ça, jouer parce qu'il y a une scène de masturbation, par exemple, dans Prêt à tout. Dans les années 95, c'est difficile à imaginer un autre acteur qui aurait pu faire ça. Je ne sais pas si Léo DiCaprio aurait fait ça à l'époque. Après c'est des motifs qui se sont multipliés. Il y a eu, je ne sais pas, l'époque d'American Beauty, comme ça, à la fin des années 90. Mais au milieu des années 90, je ne sais pas qui aurait fait ça. Aujourd'hui,
quelqu'un qui accepterait d'endosser cette espèce, enfin, toutes les tares, en fait, de regarder en fait le contre-champ de l'homme idéal, enfin on va dire de la masculinité qui arrive à se renouveler, à se remettre en question dans les films de super-héros, par exemple, hein, traditionnels, pas les Jokers, mais justement Ouais, ouais. les Marvel et tout ça, dans les séries Netflix, il y a des modèles de masculinité plus saines, renouvelés, etc. Bon, très bien. Mais qu'est-ce qu'on fait de ceux qui n'arrivent pas à se mettre à jour et qui tombent presque dans la psychose ou dans le déferlement de haine psychopathe pour ces raisons-là? Lui, il regarde ça, en tout cas, ses rôles regardent ça, regarde cette masculinité-là. Et c'est rare, et je pense qu'il n'y en a pas des masses qui font ça et qui le font aussi bien, tout simplement. Et voilà, donc c'est aussi pour ça que j'avais envie d'écrire sur lui. Joaquin Phoenix, L'angoisse est un métier, c'est édité chez Capricci dans la collection Stories et c'est écrit par Yal Sadat et qui est venu pour nous en parler. Et dans le descriptif de la vidéo, vous avez toutes les informations pour vous procurer le livre. Merci à toi Yal d'être venu et puis Merci à toi pour tes bonnes questions. C'est ton livre qui rend intelligent, voilà. C'est ce que j'aime bien dire. Merci à toi et puis tu reviens quand tu veux, bien évidemment. Avec plaisir. Bonne journée à toi. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.